Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h51, c'est le moment des grands débats du matin. Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, vos appels 0826 300 300. Oui, et alors tout à l'heure dans votre édito, Elisabeth Lévy, avec Mélenchon, il n'y a pas de République, disiez-vous. Alors je citais une dame qui m'a dit ça, qui m'a dit avec Mélenchon il n'y aura plus de République, et ça rejoignait un petit peu donc c'était Malika qui est chauffeur de taxi et qui me racontait comment ça se passait dans son immeuble, et ce qui m'a intéressé c'est qu'avant elle votait Mélenchon, Malika, si vous voulez, et ça rejoignait un peu le propos d'Éric Revel hier, qui a remarqué que quand on appelait le président de la République bonhomme, c'était une drôle de façon de respecter les institutions de la République, et que la police était aussi un des piliers de la République. Donc, et par ailleurs, je pourrais en ajouter sur l'idéologie de Mélenchon aujourd'hui, l'islamo-gauchisme qui n'est pas particulièrement républicain. Donc, je crois qu'effectivement, ce n'est pas Poulain, pour les républicains, Mélenchon n'est pas rassurant. Oui, Alexis Poulain, avec Jean-Luc Mélenchon, qui serait Premier ministre, si jamais, même si Emmanuel Macron a dit que même si NUP gagnait cette élection, il n'est pas évident qu'il nommerait Jean-Luc Mélenchon. Quoi qu'il en soit, faisons un peu d'hypothèse. S'il était Premier ministre, avec Mélenchon, il n'y aurait plus de République ? Non, bien sûr que non. Jean-Luc Mélenchon, il est républicain. Il suffit de voir son plaidoyer pour la laïcité qu'il avait fait il y a de ça quelques temps. Les hommages qu'il avait donnés aux policiers morts en fonction. Alors, évidemment, il a sorti, juste avant l'élection, une sortie de route sur les policiers. C'est évidemment bien dommage quand on veut être chez un homme d'État de taper ainsi sur la police. Je comprends tout à fait. En revanche, je crois que sur le programme de Mélenchon, au contraire, il y a l'idée, de la NUP, de revenir aux fondamentaux républicains. Parce que si la police est un pilier de la République, l'éducation aussi en est un, la santé publique aussi en est un, revenir à l'esprit du Conseil national de la résistance qui a sorti ce pays des ronces au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc je crois que c'est important aussi de prendre ça en compte parce que quand on voit le projet d'Emmanuel Macron, c'est plutôt un détricotage de ce qui fait l'égalité, la fraternité, la solidarité et les libertés. Or, il est question de revenir à ça avec le programme de la NUP. Alors certes, avec une dette faramineuse, mais regardez l'état de la France après 5 ans d'Emmanuel Macron, c'est une dette faramineuse. Oui, parce que ce matin, beaucoup de journaux comme L'Opinion et Le Figaro, vous allez me dire qu'ils sont donc à droite, plutôt, évidemment, disent le projet de Jean-Luc Mélenchon est très inquiétant, impôts, dépenses, les mesures de la NUP conduiraient à une explosion de la dette, de la fiscalité et des déficits et provoqueraient un véritable ralentissement économique. Est-ce que je pourrais répondre quand même sur la laïcité ? Dans un instant. Terminez juste, Alexis, et ensuite Elisabeth. Regardez l'état des finances publiques sous Emmanuel Macron. D'ailleurs, les prévisions n'ont pas été publiées à temps par le gouvernement. C'est hors la loi, quasiment. Donc, on n'a même pas les caisses de retraite qui peuvent avoir des outils de gestion fiables. Tout est masqué pour après les élections parce que les finances publiques sont dans un état calamiteux avec Emmanuel Macron. Donc, il faut arrêter de dire ce projet-là va coûter trop cher. Aujourd'hui, Emmanuel Macron nous a coûté déjà trop cher. Elisabeth Lévy, alors sur la République. Oui, je voudrais quand même vous répondre sur la laïcité. Vous me faites bien marrer, Alexis. C'est-à-dire que les déclarations des 3 dernières années de Mélenchon n'existent plus. Il y a une espèce d'aura laïque parce qu'il était comme ça avant. Mais, alors je vais vous donner 3 exemples. Ouria Boutelja, qui n'est pas particulièrement laïque, qui trouve que la laïcité c'est très mal, fondatrice de l'indigénisme en France, dit elle-même, mais Mélenchon c'est notre meilleure prise de guerre, parce que évidemment avant il était laïque. C'est un laïque qui défile, avec les islamistes prétendument contre l'islamophobie. C'est un laïque qui se félicite de la venue de Jeremy Corbyn, qui a été sorti de son parti avant d'être très vaguement d'ailleurs réintégré, mais qui a été d'abord sorti pour complaisance avec l'antisémitisme. Excusez-moi, mais ce qui me frappe en fait, je vais vous dire ce qui me frappe, Alexis, c'est que je connais beaucoup de gens comme vous que je crois absolument sincères et républicains et qui soutiennent aujourd'hui Mélenchon parce qu'ils n'auraient en quelque sorte pas le choix. Ils savent très bien que ce que je dis est vrai, mais à aucun moment vous ne voulez le regarder. Et ça me frappe parce que je pense que vous êtes un républicain et un mélenchoniste malheureux. Bon, alors, réponse d'Alexis Poulain, êtes-vous un mélenchoniste malheureux ?
Non, je suis un républicain heureux et je crois que si justement il défilait dans cette marche, alors c'est malheureux parce qu'il y a eu des islamistes qui étaient là, mais c'était justement pour défendre cette vision de la laïcité, de chaque croyance qui doit être respectée pour ce qu'elle est. Évidemment qu'il y a eu des sorties, Corbyn, vous en parlez, c'est un problème du Labour, il a été intégré, on l'a vu avec Bachar el-Assad, donc évidemment c'est pas quelqu'un de forcément à mettre comme ça sur un piédestal, mais je crois que globalement il n'a pas changé par rapport au Mélenchon laïque, le Mélenchon d'aujourd'hui, même s'il a eu quelques sorties électoralistes, parce qu'il n'est pas le seul à aller draguer de ce côté-là. À droite, on a aussi fait pas mal de danse du ventre pour récupérer un électorat. Oui, mais là on parle de Mélenchon, je pourrais vous en dire autant sur la droite. Ce que je veux dire, c'est que voilà, je crois que sa vision de la laïcité n'a pas changé et que ce n'est pas un danger pour la République, comme voudrait le croire votre voisine, comme elle le disait. Quoi. Oui. Allez, on va poursuivre dans un instant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la République? Tiens, question finalement qui vient directement de cet édito tout à l'heure. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. La réforme des retraites aussi, ça a fait beaucoup causer toujours et ce sera sans doute un marqueur. À quel âge? Nous avions le nouveau patron de Force ouvrière qui était avec nous tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et puis toutes les autres questions évidemment dans l'actualité. Dans un instant, Éric Revel, donc pour nous parler aussi de ce danger pour la Macronie. Dans 4 jours, les élections législatives. Le premier tour des législatives, le dimanche 12. Et puis on joue, Cécile, non? Oui, on va jouer dans quelques instants. En tout cas, on va gagner dans quelques instants puisqu'on va jouer tout de suite. On va vous offrir un très joli cadeau puisque vous allez partir pour 4 personnes pour 2 journées d'accès consécutives au parc Astérix avec une nuit d'hôtel dans une chambre familiale, les petits déjeuners compris, les dîners aussi pour 4 personnes et même le parking de l'hôtel, Patrick. Pour vous dire comme on va loin, vous allez pouvoir voir la tête dans les nuages avec Tonnerre de Zeus et puis vous allez pouvoir voir le défilé gaulois aussi. Pour ça, il faut nous appeler 0826. 8e appel. J'ai pas fini, Patrick. Allez-y. 0826 300 300. Et c'est le 8e appel qui va gagner. Dis donc, ça va aller vite. Dépêchez-vous pour aller au parc Astérix. Restez là. Dans un instant. Il est 8h58. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Allez, dans un instant, évidemment, les grands débats qui vont continuer. Vous aurez la parole 0826 300 300. La réforme des retraites. On en a reparlé ce matin avec Frédéric Souillot, le patron de Force ouvrière. Alors, il était bien clair tout à l'heure. Il n'est pas question pour lui, évidemment, de retraite à 65 ans. Il veut un autre système. Alors, quel système? Nous pouvons en parler, échanger avec vous. 0826 300 300. Éric Revel, qu'on va retrouver dans un instant, aura peut-être sa petite idée. Et puis il y a les autres sujets évidemment sur la table. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est républicain ou est un adversaire en fait de la République? Ce qui est dit par certains. Elisabeth Lévy et Alexis Poulain avec nous. Et puis toujours aussi les réactions après ce week-end mortel où des policiers ont été impliqués devant un refus d'obtempérer. Là aussi, même chose, il y a beaucoup de réactions. Mais tout de suite, c'est Revel en campagne parce que nous sommes encore en campagne. Oui, je ne sais pas si ça vous a échappé ou pas, mais il y a quand même des élections dimanche prochain. Bonjour Éric Revel. Bonjour Patrick, bonjour Cécile, bonjour à tous. Évidemment, et à 4 jours du premier tour des élections législatives, rien n'est fait. Plus que jamais finalement, parce que le combat semble installé entre le parti présidentiel et l'union de la gauche de Jean-Luc Mélenchon. Ouais, qui l'eût cru, Patrick, il y a encore quelques semaines, on pensait que c'était plié pour la majorité présidentielle. Non. On peut même dire qu'il y a l'ombre d'un doute, ça pourrait être le titre d'un film du court-métrage, puisqu'il va durer 4 jours encore jusqu'au premier tour de l'élection, du premier tour des élections législatives. L'ombre d'un doute, parce que la majorité présidentielle, jusqu'à l'Élysée d'ailleurs, commence à imaginer que le parti Renaissance, ex-LREM, n'aura pas forcément la majorité absolue à l'Assemblée nationale. La dynamique de la NUPES, de Jean-Luc Mélenchon se confirme, sondage après sondage. Je vous rappelle le dernier, IFOP Fiducial Sud Radio, qui crédite l'union de la gauche de 26%, plus 1 des voix, soit entre 195 et 230 sièges. Et puis la majorité présidentielle, 25% des voix, moins 2,
de 250 à 290 sièges. La majorité absolue, je vous le rappelle, c'est 289 sièges sur les 577 députés qui arrivent à l'Assemblée nationale. Oui, bon, mais c'est vrai que ça ne se fait pas la proportionnelle, ça se fait ensuite circonscription par circonscription, et c'est là où tout peut évidemment changer. Alors, quels sont les scénarios possibles, justement, pour la composition de cette future Assemblée nationale, Éric Revel? Écoutez, il y en a plusieurs. Moi, j'en vois deux essentiellement. Le premier, c'est qu'Emmanuel Macron ne peut s'appuyer que sur une majorité relative, je vous le disais, et il devra donc compter avec le MoDem de Bayrou et Horizon d'Édouard Philippe. Et l'ambition présidentielle, évidemment, des deux hommes pour 2027 risque de lui rendre à Emmanuel Macron, dans ce cas de figure, les choses impossibles à l'Assemblée nationale. Deuxième scénario, la dynamique de la NUPES de Jean-Luc Mélenchon se poursuit, et une défaite des partis présidentiels n'est pas à exclure, pas impossible, rapporte le journal Le Monde, incitant une source à l'Élysée. Pas impossible, cette défaite. Alors, une crainte qui sonne, évidemment, on n'est pas dupe, comme un acte de remobilisation du côté de l'Élysée, mais il y aura quand même, ils sont identifiés, 259 circonscriptions chaudes, très chaudes, entre les macronistes et la gauche, et ce face-à-face installé dans les esprits avec une abstention qui sera de nouveau, hélas, historique, pas très loin des 60%, ce face-à-face peut réserver, oui, bien des surprises, jusque et y compris une défaite du parti présidentiel. Oui, et puis l'abstention, évidemment, sera clé, sans doute encore historique, et elle risque de jouer les troubles faits. Oui, je vais essayer d'être trop technique, mais une abstention forte, ça veut dire qu'il sera très difficile de se qualifier pour le second tour du dimanche 19 juin. Les candidats qualifiés devront réunir 12,5% des inscrits, ça on le sait, mais ils devront aussi réunir, s'il y a une abstention de 50%, et on sera au-delà, ils devront réunir 25% des suffrages exprimé. Donc en réalité, beaucoup de surprises peuvent avoir lieu, parce que comme vous l'avez dit Patrick, 577 élections différentes finalement pour ces postes de députés. Alors un mot aussi sur le RN qui espère constituer un groupe à l'Assemblée nationale avec sans doute plus de 20 députés. Les LR, les Républicains verront sans doute leur nombre de sièges, 101 actuellement, au moins divisé par 2. Et puis Reconquête tentera de faire élire son leader, Éric Zemmour. Oui, alors ces législatives sans véritable campagne donnent un sentiment tout de même de flottement général. Ah oui. Et les deux figures qui émergent dans cette période sont, pour l'instant en tout cas, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, non ? Ah oui, pour l'instant, on peut même dire qu'à 4 jours, c'est même sûr qu'il y a deux figures qui émergent. Emmanuel Macron, qui est obligé de faire campagne, on l'a vu à Cherbourg, on l'a vu à Marseille. Le journaliste Éric Berger tout à l'heure nous disait qu'il était attendu dans le Tarn sur la question de la sécurité. Une petite interview de Macron dans la PQR, la presse quotidienne régionale, mais pas grand-chose en fait. Petite, Alors on voit bien 3 que cette pages. campagne... Oui, mais je veux dire pas grand-chose de la part du chef de l'État dans cette campagne. D'ailleurs, pas grand-chose de la part d'Emmanuel Macron dans la campagne présidentielle non plus. Donc on voit bien que cette campagne finit par, se résumer à une sorte de tête-à-tête entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui occupe, lui, le terrain sans limite et parfois dans l'outrance, on l'a dit, avec ses sorties véhémentes. Et puis Marine Le Pen, elle est restée très discrète. Donc un face-à-face Macron-Mélenchon s'est installé, oui. Et si finalement, moi je pose la question, ces élections législatives, que Mélenchon a positionné comme un troisième tour de la présidentielle, si ces élections législatives se résumaient en réalité à un choix entre une sorte de référendum pro ou anti-Macron et la peur ou pas qu'inspirerait un Mélenchon à Matignon. Premiers éléments de réponse ce dimanche. Mélenchon à Matignon, est-ce que c'est possible ou pas? Premiers éléments, évidemment, dimanche soir. Tiens, d'ailleurs, nous serons en direct avec les vraies voix, Jean-Marie Bordry et l'IFOP pour vous faire vivre cette soirée électorale de 20h, 19h45 jusqu'à 23h. Avant de continuer à en débattre ensemble, autour de Jean-Luc Mélenchon et puis républicain par républicain, des réactions aussi au 0826 300 300. Et nous avons avec nous sur la réforme des retraites, Romain qui est avec nous. Bonjour Romain. Oui, bonjour à vous. Bonjour. Romain, donc sur la réforme des retraites, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir parce que ça m'interpelle beaucoup. Déjà de par mon expérience, alors chacun a son expérience professionnelle, quoi qu'il en soit. Moi je suis d'une génération, donc je vais faire 42 ans. Oui. J'ai toujours travaillé en tant que saisonnier l'été, étant jeune, donc déclaré à partir de 17 ans.
Je suis rentré sur le marché du travail assez tôt. J'avais une vingtaine d'années. Et donc, aujourd'hui, à 42 ans, alors je me retrouve. Donc, je suis en accident du travail, là, ça fait un an. Suite à un accident de camion par une malveillance, donc un manque de frein et donc des complications avec une opération, un traitement, avec des crises quotidiennes. Donc, c'est ma deuxième opération du dos, en fait. J'ai eu une opération du tendon d'Achille pour une rupture du tendon d'Achille et un cancer avec une ablation des testicules. Et tout ça en 4 ans. Alors, vous avez quel âge Romain? J'aurai 42 ans. Là, 42 ans, parce que oui, tout à l'heure vous avez dit 42 ans, mais je pensais que c'était les annuités de cotisation. Oui, vous avez 42 ans, oui. Donc, 42 ans, Et alors, vous êtes jeune. Moi, oui, totalement. On est jeune, mais le corps subit les déboires en fait des années de travail en fait, et selon la catégorie de travail dans laquelle nous sommes, on n'est pas tous égaux par rapport à ça en fait. Et le problème qu'il y a, moi la retraite à 60 ans, je sais pas 60 ans, mais 40 annuités, je trouve ça correct. Alors après, ça dépend... 40 annuités, oui, c'est-à-dire si vous commencez à 22 ans, à 62, quoi. Et si voilà, exactement. Mais aujourd'hui, en fait, si vous voulez, on a une grande majorité d'enfants bien nés où les parents peuvent leur assumer les études. Vous voyez bien comme le monde du travail change, des start-upers, ils sont dans des open space, enfin je veux dire, il y a une grande majorité de personnes qui déjà ont des salaires qui dépassent l'entendement par rapport à personnellement moi, où je fais de la restauration et du transport, 16 ans de transport, 16 ans au SMIC, aucune évolution de carrière, aucune augmentation de salaire. Donc vous dites, la retraite, franchement, je peux pas attendre 65 et voir au-delà, quoi, pour l'avoir. C'est ça, je résume, mais... vous voyez, on essaie de visualiser... Alors, est-ce que... en fait, ce que vous dites est particulièrement intéressant, c'est ce que l'on disait aussi tout à l'heure avec le nouveau patron de Force ouvrière, Frédéric Souillot aussi, où on parlait des gens qui, par exemple, commençaient sur le marché du travail à 26, 27 ans, de savoir à quel âge ils pourront prendre leur retraite aussi, quoi. Éric Revel, vous qui connaissez bien toutes ces questions économiques, est-ce qu'on peut avoir une sorte de retraite un peu à la carte comme ça? Parce que dans le cas de Romain, on comprend avec ses pépins physiques, etc., qu'il n'ait pas envie d'aller jusqu'à 65 ans. Il dit, je ne veux pas forcément m'arrêter à 60 ans, mais un peu entre les deux, quoi. Je suis pas Patrick. Oui, j'ai une petite idée. Je suis pas un expert du dossier de notre auditeur, mais c'est vrai que quand vous êtes en arrêt maladie et sans doute avec ce qui lui arrive, ça paraît difficile qu'il puisse reprendre un travail, en tout cas de cette nature, rapidement. Donc évidemment, tout ça sera pris en compte entre l'assurance maladie et la retraite et la caisse de retraite. Ça, il y a pas de doute. Il y a pas de doute. Comme d'ailleurs dans la réforme, si Macron, comme il l'a dit, notamment dans cette interview à la PQR, la met en place à l'été 2023. On verra si c'est 65 ans ou 64 ans. Mais là aussi, évidemment, il y aura tout un tas de calculs qui vont être pris en compte. La pénibilité du travail le sera. Elle a toujours été. Moi, je pose toujours une question parce qu'elle est taboue en France. C'est-à-dire qu'on a un système de répartition dont d'ailleurs la CGT dit qu'il n'est pas en danger. C'est-à-dire qu'on pourrait continuer, même avec un nombre d'actifs qui est en baisse, et un nombre de retraités qui ne cesse de s'accroître vu évidemment la durée de vie qui s'accroît. On nous explique, en tout cas certains syndicats expliquent qu'il n'y a pas de danger financièrement pour la caisse pour payer les retraites dans les années qui viennent. Bon, moi je demande à voir, mais en tout cas il y a une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi dans ce pays on ne peut pas jamais aborder la question des retraites par capitalisation. Vous savez que la retraite par répartition, c'est le système qui est en place depuis la Seconde Guerre mondiale et qui permet aux actifs de financer ceux qui ont arrêté de travailler. C'est un très beau système de solidarité, mais qui montre évidemment des limites, puisque le déséquilibre entre actifs et retraités ne va cesser de s'accroître au bénéfice des retraités. La capitalisation, on peut pas en parler en France parce que vous vous faites traiter d'ultra-libéral. Or, il y a
il y a un secteur, il y a une population de salariés qui bénéficie dans un silence quasiment total de ce système de capitalisation, ce sont les fonctionnaires. Parce que le système de la préfond, qui est en place depuis très longtemps, permet aux fonctionnaires à côté de la répartition, de capitaliser et donc d'investir tous les mois, d'abonder tous les mois des sommes d'argent et ils sortiront au moment de la retraite ou en capital ou en rente. Et eux, les fonctionnaires, bénéficient de la capitalisation. Mais en France, pour les salariés du privé, c'est jamais possible d'aborder ce débat parce qu'on vous dit, mais ceux qui ont le plus de moyens, en fait, il y a des gens, il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font. Oui, il y a des gens qui s'achètent des appartements. Vous avez dans les Oui, non, mais ou même qui achètent en fait ce sont des comment on appelle ça, des fonds autour de la retraite, quoi. Bien sûr. Oui, Patrick, mais il y a beaucoup de gens qui achètent un appartement pour leur retraite. Oui. Ah non, mais ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. C'est de la capitalisation individuelle en quelque sorte. Non, mais bien sûr. Vous pouvez acheter de l'immobilier si vous avez les moyens et louer cet immobilier, et ça vous fait un complément de retraite. Mais c'est pas ça la capitalisation. Ce que font beaucoup, parce qu'il y a une quinzaine d'années, il y a une vingtaine d'années, on disait oh là là, mais t'auras pas de retraite, t'as intérêt à mettre de l'argent de côté ou à acheter en fait un petit truc pour essayer d'avoir des revenus. Franchement, je voudrais poser une question à Eric. Oui. Mais ça c'est pas de la capitalisation. Non. Enfin, c'est une forme de capitalisation. C'est de la prévoyance. Je disais ça un peu en plaisantant, en disant qu'il y avait des gens qui, dans le fond, comme le système n'est pas effectivement adopté, il y a beaucoup de gens, dans les classes moyennes notamment, qui le font. D'ailleurs, Patrick, vous m'expliquerez après, vous me dites, il y a 20 ans, on nous disait, tu n'auras pas de retraite, on vous le dit plus, ça. Mais, Eric, j'ai une question pour vous. Pas de la même manière, mais je trouve, je sais pas. Attendez, on va faire une petite pause, parce qu'il faut aussi quand même qu'on paye, qu'on se paye, et qu'on paye en fait un peu tout pour notre capitalisation. Donc, notre capitalisation, ça s'appelle en fait la pub. C'est très court. On revient dans un instant et la réclame. L'anti-républicain et Alexis Poulain qui voudra évidemment causer dans le poste. Il a bien raison. Et ma question à Eric. Et beaucoup de questions effectivement. On revient dans un instant. Et puis tout à l'heure, alors dossier explosif sur les pesticides. Restez avec nous. Est-ce que c'est dangereux ou pas? À quelle dose? Sur les fruits et les légumes. Nous verrons ça avec la journaliste Géraldine Wessner qui a enquêté et contre-enquêté même après des rapports officiels. Restez avec nous, 9h20. Il est 9h23 à la suite des grands débats ce matin avec nos débatteurs, avec Elisabeth Lévy, Alexis Poulain, Éric Revel. Vos appels au 0826 300 300. Et on évoquait la retraite. On va évoquer dans quelques instants Jean-Luc Mélenchon, un danger pour la République, point d'interrogation. La République, c'est moi, vous vous souvenez. Donc Jean-Luc Mélenchon. Alors il fait peur à certains avec... Est-ce que c'est justifié ou pas, ça, justement, cette peur? Tiens, Éric Revel, on vous a pas entendu sur ce sujet. On a entendu Elisabeth Lévy tout à l'heure et Alexis Poulain, mais vous? Je rappelais hier dans mon édito, donc évidemment on se souvient de cette petite phrase « La République c'est moi ». Quand on écoute les leaders de la France Insoumise ou de la NUPS, c'est vrai qu'ils sont plutôt borderline question respect des valeurs de la République quand même. Alors est-ce que Jean-Luc Mélenchon fait peur ? Moi, je pense que c'est de l'électoralisme. Le problème, c'est qu'il a une partie assez importante de sa base qui croit sans doute à tout cela. Mais un Jean-Luc Mélenchon à Matignon, je pose la question, quand il stigmatise la police comme il le fait parfois de façon effrayante, est-ce que un Jean-Luc Mélenchon à Matignon refuserait d'être protégé par la police comme c'est le cas pour tous les premiers ministres? Sans doute que non. Donc, vous voyez dans quelle situation il se met avec ce type de déclaration. C'est-à-dire qu'il dit la police tue, mais le Premier ministre Mélenchon serait protégé par, je le disais hier, par le service des hautes personnalités qui dépend de la police nationale. Donc, il est dans une situation politiquement très complexe. Alors, comme c'est quelqu'un d'intelligent, Jean-Luc Mélenchon, c'est indéniable, alors deux choses l'une, où il fait ce genre de déclaration par pur électoralisme, sachant pertinemment qu'il n'arrivera pas au pouvoir, mais il va faire un score important, ou bien il fait ce genre de déclaration vraiment pour être élu et pour être Premier ministre, et alors là,
je sais pas qui, par exemple, il pourrait nommer Jean-Luc Mélenchon comme ministre de l'Intérieur, qui désarmerait la police, qui annulerait les BAC, les brigades d'intervention, les braves. Enfin, tout ça est quand même largement incohérent. Alors, il y a une posture chez Jean-Luc Mélenchon, dans le ton, dans la forme, cette espèce de battleur forcené. Et puis il y a la réalité du personnage. Le bruit et la fureur. Oui, voilà, exactement, le bruit et la fureur. Mais c'est surtout le bruit, je pense. C'est vrai. Le problème, c'est qu'il emmène derrière lui des gens qui vont voter pour lui et qui vont croire à fond à ce qu'il dit, avec tout ce que ça représente de dangereux dans les déclarations que fait quand même Jean-Luc Mélenchon. Oui, alors moi j'ai envie de vous dire, même pas peur, parce que je connais le personnage. Bon, mais derrière, oui, mais vous le connaissez, quand même... mais pas aux affaires, quoi. Vous ne l'avez jamais vu aux affaires. Non, parce qu'il l'a jamais été. Et puis attendez, puisqu'on parlait de macroéconomie tout à l'heure, et j'entendais Alexis qui défendait l'idée que puisque la France était largement en déficit, c'était pas très grave de l'être encore plus si Mélenchon arrivait au pouvoir. Mais pardon, l'élection de 1981. Ben si, c'est ce que vous avez dit, Alexis. Mais l'élection de 1981 de François Mitterrand. Dire que le programme de Mélenchon va coûter très cher, mais regardez où nous a amené le projet de Macron. D'accord, mais c'est pas une raison. C'est même terrible. Pardon. Mais attendez, je voudrais juste que les gens aient en tête quelque chose. C'est que celui qui a été le président de la République le plus longtemps sous la Ve, c'est François Mitterrand. Hein, il a fait 14 ans. Il a fait 14 ans à l'Élysée. Mais sur ces 14 années, mon cher Alexis, avec un programme commun, ça s'appelait à l'époque, PCF, Radical de gauche et PS. La politique de gauche de François Mitterrand, arrivé avec la rose à la main, vous vous souvenez, Barbara, un homme, une rose à la main. Il a fait 2 ans de programme socialiste, 2 ans sur 14 ans, parce que la France allait dans le mur et parce que c'était pas tenable. Donc, est-ce qu'on veut recommencer? Voilà, moi c'est la question que je pose. Regardez, Lénine qui a été obligé aussi aussi de revoir complètement le programme. Non, mais parlez-moi pas de Lénine. Non, mais attendez. Si vous avez que ça comme argument, ça va, c'est que j'ai touché juste alors. J'ai touché juste. Thématiquement. Non, mais ça, je suis totalement d'accord. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on dit attention, c'est terrible, on va aller très, mais on ne regarde pas la situation catastrophique dans laquelle on est. Et c'est vrai que ce débat qui devrait être sur l'économie, mais principalement, d'ailleurs, c'est ce qui aujourd'hui fait peur aux Français, le pouvoir d'achat, l'emploi, où est-ce qu'on va de manière économique, sachant qu'on parle de stagflation maintenant, personne n'a vraiment confiance en la parole de Bruno Le Maire. Or, on a l'impression qu'on va débattre d'autres choses. Excusez-moi, non. On va être vert après. Je ne peux pas vous laisser dire ça, Alexis. Excusez-moi, on ne peut pas débattre que de l'économie, on ne se nourrit pas que de pain. Les questions existentielles sont aujourd'hui dramatiques. Dramatiques, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui on est, on ne sait pas où on va, on ne sait pas quel est notre projet. Excusez-moi, c'est au moins aussi important que l'économie. C'est aussi important, mais il y a des priorités, il y a des urgences. Et aujourd'hui, l'urgence, c'est pas de faire des chèques cadeaux en disant on va essayer de voir si on peut tenir dans un monde où on parle de stagflation et de crise économique majeure qui arrive et qui nous pend au nez. C'est ça le vrai problème. Alors je veux bien qu'on débatte du climat, c'est important, formidable, de l'identité aussi, c'est important. Tous ces sujets ontologiques sont extrêmement importants, mais là, aujourd'hui, le vrai problème, c'est est-ce que les entreprises vont passer l'année? Est-ce que des gens vont garder leur emploi? Alors, il y a certains secteurs qui ont du mal à employer, on parle de la restauration, mais parce que les salaires sont peut-être trop faibles et parce que c'est difficile avec les charges d'employés, mais je ne vois pas comment, aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse sur cette thématique majeure, et c'est pas en faisant des chèques cadeaux ou des annonces de chèques et de coups de pouce à la rentrée qu'on va mettre ce sujet-là sous le tapis. Bon, en tout cas, je pense qu'on y reviendra en détail avec vous, autour du projet économique de Jean-Luc Mélenchon, parce que notamment entre les deux tours. Juste, je voudrais compléter, parce que il y a, et je vous conseille la lecture du journal L'Opinion, alors qui est un quotidien libéral ce matin, mais ils se sont amusés dans l'édito à composer le gouvernement de Jean-Luc Mélenchon. Et tout à l'heure, Elisabeth, vous me demandiez, tiens, mais qui on aurait comme ministre de l'Intérieur? Ils ont trouvé le ministre de l'Intérieur. Ce serait Eric, pardon. Ce serait Alexis Corbière, par exemple, serait le ministre de l'Intérieur chargé du désarmement des forces de l'ordre et de l'organisation des 4e, 5e et 6e tours de la présidentielle. Il y a de l'humour, effectivement, dans ça. Allez, vous voulez que je poursuive parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Le ministre de l'Agriculture, biodynamique, chargé des menus de cantine sans animaux non humains. À votre avis? Sandrine Rousseau. Émeric
Caron. Ah ben oui, mais Aymeric Caron. Non, ministre de la déconstruction, chargé de l'étatisation de la vie privée et de la politique pénale des tâches ménagères. Là, vous avez Clémentine Autain, Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, effectivement, est à ce poste. Et il y a aussi, allez, encore quelques ministres, parce que c'est assez intéressant. Le ministre de la Rééducation nationale. J'ai bien dit le ministre de la Rééducation nationale, chargé de l'élimination des comportements genrés à l'école maternelle, Madame Caroline de Haas. Donc voilà, il y a aussi, il y en a beaucoup comme ça, ministre chargé de la désobéissance aux traités européens. Patrick, est-ce que ça fait peur dans la liste que vous Oui, ça fait peur. Bon. Ça fait vraiment peur, Patrick. Excusez-moi, mais je vais passer une très mauvaise journée à cause de vous. Le ministre des Sports, évidemment, ministre des Sports, où ils ont ajouté aquatique, chargé des cultes, vous l'avez compris, c'est Éric Piolle. Voilà, c'était pour vous donner des nouvelles de ce gouvernement. L'Opinion, le journal L'Opinion, ce matin. Tiens, puisque un petit sourire aussi, mais il y en avait hier. Pas hier, mais ce week-end. Convolu en juste noces. Bah oui, parce que vous étiez occupé à regarder le jubilé mais vous de la regardez reine pas Gala. d'Angleterre. Mais oui. Ben non, mais il fallait regarder du côté de Tulle. C'était le mariage de François Hollande et de Julie Gaillet. Il ne s'était jamais marié, François Hollande. Non. Pourtant, Ségolène Royal, vous l'avez entendu tout à l'heure à 8h30, elle avait demandé, pourquoi pas, elle avait fait un petit appel du pied. Face caméra. Et ben, il l'avait pas fait. Et elle a pris et là, cette fois-ci, ce qu'on appelle un vent. Voilà, c'est non. ça. Un énorme vent. Bon, donc Est-ce que François Hollande a fait une déclaration en disant Julie et moi, c'est une affaire qui roule? Pas mal. Allez, merci. Pas mal l'imitation, ouais. Dans un instant, les pesticides. Et juste avant ça aussi, on fait des heureux, évidemment, 0826 300 300. Bien sûr. Gagnant de notre jeu pour aller passer des jours et des jours au parc Astérix. C'est Philippe de Rueil-Malmaison qui est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Bonjour. Alors des jours et des jours, il s'emballe un peu, c'est 2 jours, déjà c'est déjà pas mal. Déjà, c'est bien. C'est 2 journées d'accès consécutives au parc Astérix. Mon cher Philippe, avec une nuit d'hôtel dans une chambre familiale, puisque vous allez pouvoir partir à 4. Voilà, les petits déjeuners compris, les dîners pour 4 personnes compris, le parking de l'hôtel même, et vous allez pouvoir aller voir Tonnerre de Zeus et peut-être regarder les défilés gaulois. En tout cas, on est ravis de vous offrir ce joli cadeau. Vous nous écoutez depuis longtemps, Philippe? Quelques années, oui. Ah, c'est pas mal. Il est infidèle. Je suis très contente. Et votre émission préférée, c'est Le Grand Matin, on est d'accord? Eberkoff, bien sûr, bien entendu. Eberkoff aussi. Et Valérie Expert et Brigitte Lahaye, bien sûr. et tous les animateurs, toutes les émissions évidemment de Sud Radio. En tout cas, on est ravis Philippe de vous offrir ce cadeau. On vous fait un gros bisou et bon séjour au parc Astérix et merci de votre fidélité. C'est Le Grand Matin Sud Radio. On reste ensemble dans un instant. On va et si vous êtes sage, vous pourrez emmener André Berkoff. Oui. Voilà. Tonnerre de Zeus. Voilà. Vous emballez pas, il mange beaucoup. Et dans un instant, en soirée, on s'amuse. Ça, je peux vous le dire. Ça, c'est vrai. La vérité en face dans quelques instants sur la vérité sur les pesticides. Est-ce que manger 5 fruits et légumes par jour peut-il nous tuer? On en parlera avec une journaliste au magazine Le Point. Géraldine Vosner sera avec nous. Et puis Marcel Kunz, qui est biologiste et directeur de recherche au CNRS. 9h34, on revient dans un instant.